Bonsoir, Ayana Chimika. Moi, c'est tout. Donc, moi, je suis Daniel Olivier, je suis le directeur de l'Institut français et je suis vraiment très heureux ce soir d'accueillir une conférence tout à fait particulière. Comme je crois qu'on n'a pas souvent l'occasion d'en faire et j'étais très heureux quand j'ai appris qu'on pouvait la faire parce que j'étais sûr qu'on aurait beaucoup de succès et je suis très heureux que vous soyez là ce soir pour cette conférence sur le parfum, sur quelqu'un qui fait des parfums et c'est quand même quelque chose, c'est un monde tellement mystérieux, c'est quelque chose qu'on utilise tous les jours mais on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Donc Monsieur Jean-Claude Héléna, merci beaucoup d'être ici ce soir avec nous. Alors il est ici pour parce qu'il fait la promotion des parfums Hermès, mais également, et nous sommes toujours plus intello, on n'est pas des commerciaux dans les instituts français, il a publié, et je remercie son éditrice qui est ici devant moi, Madame Lee Yoon-jong, qui a publié son livre qui sort aujourd'hui, qui s'appelle Journal d'un parfumeur, où tout ce que vous n'aurez pas compris ce soir, vous le comprendrez en achetant le livre. On vend le livre à l'extérieur, je crois, non? Oui, donc si vous voulez acheter le livre à l'extérieur, qui plus est, après la conférence, nous vous offrons un cocktail. Je dis nous, c'est pas vrai, c'est pas moi, c'est Madame Lee qui vous offre un cocktail, donc merci encore. Je remercie Hermès de nous avoir proposé cette conférence, et donc Madame Anne Delalin qui posera les questions que vous voudrez poser, mais vous aurez aussi la chance d'en poser après. Et merci encore, merci à vous, merci monsieur. Je vous laisse la parole. Bonsoir à tous. Tout d'abord, au nom de l'équipe Hermès Parfum, ici au complet, je voudrais vous dire que nous sommes ravis d'être en Corée, d'avoir fait ce si long voyage. Et nous sommes ce soir en charmante compagnie, nous sommes tous très émus d'être avec vous ce soir. Un grand merci à Madame Lee Yoon et à la maison d'édition Yeongun qui nous rassemble ici ce soir pour la sortie du livre de Jean-Claude Héléna, le journal d'un parfumeur en coréen. Et bien évidemment, merci à toutes les équipes de l'Institut français pour leur soutien et pour nous ouvrir leurs portes ce soir. Alors, je vais tout de suite passer la parole à Jean-Claude et vous laisser découvrir le contenu de son livre. Je voulais vous dire deux mots sur la parfumerie Hermès. L'engagement d'Hermès dans la parfumerie remonte à 1951, en tant qu'artiste des matières, artisan des émotions. Toutes les créations Hermès forment aujourd'hui une véritable bibliothèque olfactive, faite d'histoires singulières, écrites par les plus grands. En 2004, Jean-Claude Héléna rejoint la maison. En plus d'être un parfumeur d'exception, il nous découvre aujourd'hui un autre de ses talents, celui d'écrivain. Donc je vous laisse échanger avec lui. Vous pourrez, à l'issue de cet échange, poser des questions qui vous plairont. Excellente soirée. Bien, écoutez, merci Laure, merci à tous d'être là. C'est assez impressionnant, on va dire. Donc Jean-Claude, les odeurs sont ses mots et son quotidien un éloge de l'imaginaire, de l'intuition et de la curiosité. Alors avant de rentrer, de découvrir ce quotidien, j'ai envie de vous poser une question qui relève davantage de la forme que du fond. Pourquoi un journal? Alors, c'est de la musique en plus. C'est pas mal. Alors pourquoi un journal? Parce que je trouvais que c'est une forme qui était pour moi plus facile, dans le sens où alors au début, il y avait plusieurs idées derrière ce journal-là. D'abord, c'était une façon pour moi de mettre à jour, de mettre en clair ma façon de penser le parfum. Parce que le journal propose, en fait ce que le journal propose, c'est que vous vivez pendant une année, puisque je l'ai écrit pendant une année, vous vivez le quotidien d'un parfumeur pendant une année. C'est-à-dire à travers sa manière de penser, d'aborder le parfum, de réfléchir le parfum. Tout passe par le nez, les sentiments, les visions, etc. Voilà, tout se passe par le nez et c'est ce que j'ai expliqué à travers ce journal. Et donc la forme me semblait plus facile pour faire ce genre de choses-là, plus abordable aussi au niveau du public.
puisque c'est jour après jour, enfin, pas tout à fait jour après jour, parce qu'il y a c'est un livre, je ne sais plus combien de pages, 140 pages, quelque chose comme ça, donc c'est pas tout à fait 365 pages, mais voilà, on découvre le quotidien et on peut lire 2-3 pages, le laisser de côté, reprendre 4-5 pages, etc., etc. Donc c'est la forme qui me paraissait la plus facile, compréhensible, abordable pour un large public, et en même temps pour moi ça me permettait d'expliquer mon travail au plus grand. Alors, c'est un genre qui n'existe pas dans la bibliothèque du parfum Hermès, dans laquelle vous rangez vos créations finalement. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette bibliothèque? Donc en rentrant chez... oui, alors il y a une bibliothèque des parfums chez Hermès. Alors, bibliothèque des parfums chez Hermès, ça veut dire à la fois mon attraction pour la littérature, parce que la littérature est quelque chose de très important pour moi, mais pas seulement la littérature, la musique, la peinture aussi, mais c'était un moyen pour, je dirais, pour structurer, mettre en perspective les parfums que je pouvais créer. Et en rentrant chez Hermès, si vous regardez la plupart des sociétés, on vous propose des parfums, mais pas forcément dans des catégories, ils ne sont pas forcément ordonnés. Donc l'idée, c'était de créer des structures d'accueil, des territoires d'accueil, je préfère peut-être le mot territoire d'accueil, qui soient ce que j'appelais les romans, les nouvelles, les poèmes. Et donc dans cette bibliothèque de parfums, il y a, je reviens, des poèmes. Les poèmes sont, chez Hermès ça s'appelle les Hermescences, ce sont une collection de parfums, les 12 parfums d'aujourd'hui, et qui sont des récits très courts, c'est-à-dire dans lesquels où je parle d'une matière, et autour de cette matière, je m'amuse, j'écris, je fantasme, et je dévoile une forme de poésie dans le parfum. Alors dans les Hermescences, vous allez trouver des noms comme Rose Ikebana, Cuir d'Ange, Paprika Brésil. Déjà, rien que dans le nom, je vous fais voyager, mais à chaque fois c'est une matière plus un nom à côté qui est une fenêtre sur ce que vous allez découvrir. Et puis après, si je monte un petit peu au-dessus, il y a ce que j'appelle les nouvelles. Les nouvelles, ce sont des récits aussi courts, plus longs que les poèmes, et qui s'adressent à la collection qu'on appelle chez Hermès la collection des jardins. Il y a 5 jardins, le premier s'appelle les jardins en Méditerranée, le deuxième s'appelle les jardins sur le Nil, et ensuite donc, il y a 5 jardins, jardin après la mousson, jardin sur le toit, et le dernier s'appelle le jardin de Monsieur Ly. Le jardin de Monsieur Ly vient juste de sortir il y a quelques jours. Et quand je fais référence à Monsieur Ly, vous voyez tout de suite que je fais référence à l'Asie. Et à travers ces jardins, j'exprimais ma manière de voir ces lieux. Et la rencontre là avec Monsieur Ly, qui est un personnage tout à fait fictif, imaginaire, mais c'est à chaque fois une rencontre avec le lieu. Alors, l'approche de ces parfums jardins est bien particulière. C'est-à-dire qu'au départ, on choisit un lieu, et puis je me déplace, je vais sur ce lieu que nous avons choisi, et c'est sur place que je décide ce que je vais créer, comment je vais le créer, à partir de quoi je vais le créer. Donc, jardin Méditerranée, le premier, c'était dans un jardin de Leïla Manchari. Leïla Manchari, c'est une personne importante chez Hermès, c'est elle qui fait des vitrines du Faubourg Saint-Honoré. Elle y travaille, ça fait 50 ans qu'elle fait des vitrines de chez Hermès, ce qui prouve que chez Hermès, on peut avoir la vie longue. Et elle est toujours là avec nous. Et elle crée toujours, elle fait une merveilleuse vitrine, et Leïla est une Tunisienne. Et elle habite la Tunisie, elle a un grand jardin, une maison en Tunisie, et j'ai eu l'occasion de visiter son jardin, d'aller dans son jardin. Et c'est dans son jardin que j'ai imaginé le jardin en Méditerranée. Le dernier, je ne vais pas faire tous, mais le dernier, qui est le jardin de Monsieur Ly, je me suis déplacé en Chine, je suis allé à Suzhou, entre autres, Hangzhou, Suzhou, Pékin, Shanghai, enfin c'était surtout Suzhou, et j'ai visité plusieurs jardins, puisque c'est un lieu avec magnifiques jardins, et c'est sur ce lieu-là que j'ai inventé le parfum de Monsieur Ly. Et en plus d'inventer le parfum, j'ai inventé aussi le personnage de Monsieur Ly. Ça m'amusait de créer comme ça un personnage imaginaire qui pouvait parler du parfum de Monsieur Ly, de ce parfum en Chine. De l'autre côté, dans les nouvelles, il y a ce qu'on appelle la série de colonnes. Et il y a 5 colonnes aujourd'hui, et à chaque fois, voilà, c'est une manière
Les colonnes sont toujours des récits très simples et c'est une manière de les exprimer que les nouvelles. En dernier, ce sont ce que nous appelons, c'est ce que j'appelle les romans. Les romans, alors qui dit roman dit des choses beaucoup plus complexes, une écriture beaucoup plus complexe, et plus complexe dans le sens où ce que je fais dans le parfum, c'est je mets plusieurs portes, plusieurs personnages, plusieurs des indications de lieu. C'est-à-dire que j'essaye d'exprimer. En fait, si vous regardez le roman, pourquoi le roman vous séduit, vous plaît, c'est que vous vous appropriez le roman parce que vous vous y retrouvez. Alors vous vous y retrouvez soit à travers les personnages, soit à travers les lieux, mais vous vous retrouvez dans ces romans. Et la démarche parfum est la même, c'est-à-dire que je fais en sorte que, à quelque part, vous allez pouvoir vous retrouver à travers une note, un bois, une épice, un accord d'agrumes, vous allez vous retrouver et dire « Ah oui, ça je connais ». Et parce que vous vous retrouvez, bien, vous l'achetez. C'est comme ça que marchent les romans, c'est tout aussi simple que ça. Donc, mais ce sont des séries ce sont des écritures beaucoup plus complexes et qui vous permettent comme ça de rentrer dans ces romans. On va continuer à parler littérature encore un petit peu, mais on est là pour ça. J'ai envie de vous parler d'un écrivain et d'un auteur dont vous faites mention très régulièrement dans le journal d'un parfumeur, qui est Jean Giono. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'influence qu'il a eue sur votre création? Ah, Jean Giono. Jean Giono. D'ailleurs, je tiens à dire que c'est son écriture. Vous avez très bien choisi, parce que vous avez choisi un manuscrit de Jean Giono pour illustrer la couverture du journal d'un parfumeur. Alors, ce que peut-être vous ne savez pas, c'est que le manuscrit que vous avez choisi là, c'est un manuscrit qui s'appelle De certains parfums. Et j'étais très jaloux de ce qu'il avait écrit. Parce qu'il est beaucoup plus fort que moi. D'un point de vue écriture, alors là, il me bat. Et c'est un merveilleux récit. C'est une petite nouvelle qu'il a écrite De certains parfums. Et c'est absolument extraordinaire. Je l'ai lu et relu et relu. Enfin, c'est extraordinaire. Voilà. Et alors, pourquoi Jean Giono? Parce que Jean Giono est un écrivain que moi je vais découvrir assez sur le tard, parce que j'ai une trentaine d'années quand je découvre Jean Giono. C'est un écrivain important en France, c'est un écrivain du XXe siècle, c'est un écrivain qui n'est pas régionaliste, mais qui est universel, même s'il est un écrivain qui est né à Manosque. Manosque n'est pas loin de Marseille ou d'Avignon. Donc on le dit souvent régionaliste, mais ce n'est pas le cas parce que son propos est toujours universel. Et cet homme-là, la manière dont il lui parle des odeurs est absolument extraordinaire. C'est-à-dire, dans un livre comme Jean le Bleu, qui est un livre qui, si je me souviens bien, fait à peu près 250 pages, eh bien, 120 fois l'odeur apparaît. Je veux dire, il parle d'odeur pendant 120 fois sans jamais se répéter. Je veux dire, un imaginaire sur les odeurs qui est absolument extraordinaire. Et pour moi, il était, voilà, il faisait partie de ses références. C'est un homme, un humaniste comme façon de penser, et c'est un homme très proche de la nature. Et ces qualités-là ont fait que ça fait un des personnages, enfin, en tout cas un des écrivains pour moi qui est très très important, et tellement important que dans les moments, vous savez, quand vous faites de la création, vous avez des moments difficiles, des moments de passage à vide, et c'est mon écrivain de référence, c'est-à-dire que quand ma tête ne va pas, je lis du Giono, et d'un seul coup ça va beaucoup mieux après. Donc c'est un bon remède sans passer par la médecine. On va enfin rentrer dans la création peut-être et pour mieux comprendre votre itinéraire. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre parcours, de vos débuts dans la parfumerie et de ce qui vous a amené à être parfumeur? Alors si vous êtes prêt à attendre 2 heures, ça va bien. Personne n'a dit non. Hein. J'ai entendu. Mon parcours en parfumerie est un parcours, je dirais, un parcours très très personnel, puisqu'en fait, ce qui se passe, c'est que je suis né dans une famille de parfumeurs, mais je suis né à Grasse. Grasse est une ville de France, qui est dans le sud de la France, mais qui est une ville de parfumerie. À l'époque, quand je suis né, il y avait une 50aine de sociétés qui travaillaient dans la parfumerie. Aujourd'hui, on ne sont plus qu'une 30aine, mais à l'époque, c'était une 50aine. Donc, qui vivait à Grasse vivait forcément, dans la famille, il y avait forcément quelqu'un dans la parfumerie, sinon une personne, plusieurs personnes. Il y avait personne qui n'avait pas quelqu'un dans la parfumerie. Donc je suis né dans un lieu qui est quand même le berceau de la parfumerie.
Ça, c'est la première chose, c'est important quand même de savoir. Et mon père était parfumeur, mais il était désespéré de voir qu'il avait un fils qui ne s'intéressait pas du tout aux études. Et à l'âge de 16 ans, il me dit, bah, écoute, voilà, tu ne t'intéresses pas aux études, je t'ai trouvé une place de laborantin, c'est-à-dire dans un laboratoire, pour, voilà, il va commencer comme ouvrier dans l'industrie du parfum. Et j'étais un enfant distrait, pas rêveur, mais distrait, voilà. Et en rentrant dans la parfumerie, d'un coup, il y a une révélation, c'est-à-dire d'un seul coup, je m'aperçois que c'est un milieu qui est accueillant, bienveillant, qui m'intéresse, et en tout cas, m'amène à m'intéresser énormément à la parfumerie. Je me sens tout de suite à l'aise. Donc là, au début, c'est l'apprentissage. L'apprentissage, c'est l'apprentissage à fabrication des matières premières pour la parfumerie, c'est-à-dire des odeurs pour la parfumerie, c'est-à-dire fabriquer des extraits de rose, des extraits de jasmin, analyser les produits pour savoir comment ils sont fabriqués, comment ils sont faits. Et donc, j'apprends les matières. Et je vais apprendre les matières, ceci pendant 3 ans. 3 ans que je vais rester dans l'industrie du parfum. Ensuite viendra le temps du service militaire. À l'époque, on faisait encore le service militaire en France. Et puis, je reviens et mon père dirigeait un petit laboratoire qui appartenait à une grosse société suisse qui s'appelle Givaudan. Et mon père avait besoin d'assistants. Donc, un assistant, ça voulait dire quelqu'un qui faisait peser les formules de parfumeurs. Donc, je suis rentré comme assistant et je pesais des formules pour 3 parfumeurs différents. Et voilà, c'était mon activité. Et là, en rentrant dans l'industrie de la parfumerie, j'ai découvert la chimie. Et comme c'était la société Givaudan, un groupe chimique, j'ai découvert la chimie. La chimie était beaucoup plus importante en parfumerie que la matière première naturelle. Pour vous donner une référence, pour vous donner une idée, c'est que les parfumeurs disposent d'une 50aine de matières premières naturelles. De l'autre côté, il existe 10 000 produits chimiques à disposition pour les parfumeurs. 50, 10 000, vous voyez la différence. Donc je m'initie à la chimie, à l'odeur de la chimie. Au début, la chimie, c'est quelque chose de difficile parce qu'on ne sait pas l'appréhender. Et les odeurs chimiques ne ressemblent pas, ça ne sent pas le citron, ça ne sent pas le jasmin, ça ne sent pas la rose, ça sent la chimie. Et voilà, quelques difficultés au départ. Et donc il faut aborder, les appréhender. Et alors j'étais bien consciente que d'un côté il y avait des milliers de produits chimiques, de l'autre côté avec le peu de naturel, la chimie quand même avait de l'importance en parfumerie. Donc il fallait que je passe par la chimie. J'ai commencé à écrire comment je percevais les odeurs chimiques. Et petit à petit, eh bien, je me suis construit une mémoire. Parce que, ce que vous sachiez, c'est que pour créer un parfum, on le crée avec sa mémoire, on le crée avec sa tête, et on ne le crée pas en mélangeant un petit peu de ceci, un peu de cela, on touille et on sent. Ça se crée dans la tête. C'est-à-dire que j'ai en mémoire des odeurs, à la fois chimiques ou naturelles, mais ça n'a pas d'importance, c'est des odeurs. Et avec mon imaginaire, je peux imaginer un parfum, et quand j'imagine un parfum, ensuite je peux l'écrire sur une feuille de papier. Je l'écris sur une feuille de papier, ça veut dire que je vais mettre le nom des produits que j'ai dans la tête, plus des pourcentages. C'est comme une recette de cuisine, et d'un côté, sur la colonne de gauche, on met les noms, de la colonne de droite, on met les pourcentages, et je donne ce qu'on appelle une formule à mon assistante. Une assistante, c'est ce que je faisais avant, c'est-à-dire peser la formule. La personne pèse la formule et me donne le résultat de cette combinaison de matières chimiques ou naturelles. Et avec le nez, je vais juger le résultat. C'est-à-dire, je vais dire, est-ce qu'il y a trop de ceci, pas assez de cela? Est-ce qu'il y a cette molécule qui ne me convient pas, cette odeur qui ne va pas? Je peux changer ceci, je peux changer cela. Et ainsi se font des essais successifs, c'est-à-dire un essai, 2 essais, 3 essais, pour aller dans le sens que j'ai dans la tête. C'est-à-dire qu'il faut, voilà, j'ai une idée, il faut que j'aille dans ce sens-là. Alors au début, c'est à la fois précis, mais c'est pas tout à fait exactement ce que je veux, ça n'en est pas encore, mais c'est indicatif. Et à force de sentir, comme ça, avec des allers-retours, petit à petit, je vais préciser ma pensée, et préciser ma pensée dans la formule, et comme ça, le parfum se construit. Des fois, ça va très vite, des fois, ça va très lentement. Très vite, ça veut dire, par exemple, le jardin en Méditerranée, il a été construit en 3 jours.
le cuir d'ange qui apparaît là sur la couverture de ce journal, j'ai mis 10 ans pour le faire. Entre 3 jours et 10 ans, il se passe des choses bien différentes, mais c'est-à-dire, ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que tant que je n'arrive pas à obtenir ce que je désire faire, je travaille, je le mets de côté, je recommence plus tard. Quand je dis je le mets de côté, il peut rester comme ça 15 jours, 1 mois, 2 mois, 3 mois de côté, et puis 3 mois après, je le reprends. Alors évidemment, quand je fais ça, il faut 10 ans. Quand c'est court, 3 jours, ça va très vite. C'est-à-dire que je savais exactement ce que je voulais dire dans le parfum, ce que je voulais raconter, et 3 jours a été suffisant. Qu'est-ce qui vous inspire derrière ça? C'est intéressant, là vous faites souvent mention il y a des références qui sont extrêmement sophistiquées, enfin du moins un artiste, d'autres qui me semblent beaucoup plus accessibles, ça va être un fruit, une fleur, une odeur. Quel est ce cheminement qui vous amène à un parfum? Alors, expliquer cela. Comment expliquer cela? L'inspiration, ce que j'aimerais vous expliquer, c'est que l'inspiration, c'est à un moment donné, mais le parfum existe, il préexiste avant l'inspiration. Donc cette notion de préexister avant l'inspiration, c'est ça que j'aimerais vous parler avec vous. C'est-à-dire que je suis un homme qui est complètement imprégné d'odeur. C'est-à-dire que dans ma mémoire, il y a énormément de références olfactives. Et dans ma mémoire, je dis avec toutes ces références olfactives que j'ai dans la tête, j'ai des images olfactives dans ma tête. L'inspiration, c'est la source. C'est-à-dire que, mais avant la source, c'est-à-dire avant le moment où il y a l'eau qui coule, eh bien, sous terre, il se passe énormément de choses. C'est-à-dire qu'avant que l'eau arrive à la source, il s'est passé énormément de choses. Ce qui s'est passé là, c'est ce qui s'est passé dans mon cerveau, ce qui s'est passé dans ma tête, c'est-à-dire tout ce qui m'a imprégné, qui fait qu'à un moment donné, je vais pouvoir mettre sur papier, coucher sur papier, l'odeur. Là, je vais reprendre le jardin en Méditerranée, puisque j'en ai parlé, je suis en Méditerranée, je suis dans le jardin de Leïla, j'y suis pour une semaine à la recherche d'une inspiration, à la recherche d'un motif. C'est bien le terme motif qui me paraît le plus essentiel, le motif. Forcément, dans ma tête, j'ai déjà des odeurs de Méditerranée. Mais qu'est-ce que je vais dire? Il faut que je choisisse, parce que je ne peux pas tout faire, mais à un moment donné, il faut choisir. Et choisir, c'est créer. Donc sur le moment, j'ai rien, je ne sais pas, d'abord c'est des nuits blanches, parce que c'est des moments difficiles, entre le moment où il va falloir choisir, parce qu'à un moment donné, il va falloir choisir, donc je ne sais pas du tout ce que je vais faire. Et le motif va venir tout simplement parce que le jour du départ, c'est extraordinaire, souvent les choses se passent au dernier, à des moments de tension. Le jour du départ, cette dame qui s'appelle Leïla Manchari avait préparé un plateau avec des flûtes de champagne qui reposaient sur des feuilles de figuier. Et il y a une jeune femme qui a pris une feuille de figuier, qui l'a déchirée, l'a mise sous son nez et a eu un joli sourire. Ça paraît tout à fait peut-être naïf, banal, mais la feuille de figuier sentie comme ça avec le joli sourire, d'un seul coup j'ai pris ça, j'ai dit oui, c'est ça la Méditerranée. C'est-à-dire que l'odeur du figuier faisait signe, et c'est bien la notion de signe, de la Méditerranée. Le figuier est un arbre qui pousse tout au long de la Méditerranée, tout autour de la Méditerranée, qui a une odeur bien particulière et que les Méditerranéens connaissent bien. Donc ce que je cherchais, c'est que le choix s'est fait autour d'une odeur qui était propre à la Méditerranée. J'aurais pu prendre la fleur d'oranger aussi, mais la fleur d'oranger, c'est pas propre à la Méditerranée, et puis c'était banal. La feuille de figuier ne l'était pas. Donc ce choix s'est fait sur la feuille de figuier. Une fois que le choix a été fait, il m'est facile, beaucoup plus facile. En tout cas, ça va très vite dans ma tête. Je sais comment structurer le parfum, parce que ça, c'est de la technique. La difficulté, c'est le choix. La difficulté, c'est ce que je vais raconter. Ensuite, c'est que de la technique. Et donc, en 3 jours, il était fait. Ça a été le premier parfum que j'ai fait pour Hermès. Et ça a été aussi le premier parfum qui m'a permis de rentrer chez Hermès. Parce qu'en fait, la demande avait été de Hermès de me dire, écoute, voilà, je voudrais que tu nous crées quelque chose sur la Méditerranée. J'ai fait ce choix de la feuille de figuier. Et
Hermès, c'est à partir de ce moment-là qu'il y a eu un commencement de dialogue avec Hermès, un dialogue qui a duré plus d'une année, en disant comment on pouvait intégrer un parfumeur à l'intérieur de la maison. Est-ce qu'on va le faire, est-ce qu'on va le faire. Et voilà, c'est la base c'est ce parfum-là qui m'a fait entrer chez Hermès. Est-ce qu'il y a eu à ce moment-là des exigences particulières de ta part, de la leur, de ta part? Comment s'est passée la rencontre? Oh là, la rencontre était... oui, la rencontre était... D'abord, c'est une rencontre que j'ai faite avec Jean-Louis Dumas. Jean-Louis Dumas était le grand président d'Hermès. C'est une maison familiale, c'est la maison Hermès. Et nous nous sommes retrouvés à Marseille pour le lancement du thème de la Méditerranée. Parce que peut-être une chose que vous voulez savoir sur Hermès, c'est qu'Hermès, chaque année, lance un thème. On était en 2003 et 2004. Non, 2003. Et le thème, c'était la Méditerranée. Et je discute avec Jean-Louis Dumas. Et Jean-Louis Dumas est allé voir, suite à ma discussion, il a vu la présidente des parfums Hermès en disant, écoute, j'ai discuté avec Jean-Claude Hénard, je trouve que c'est un homme malin, peut-être il y a quelque chose à faire avec lui au parfum. Alors il a vu ma femme aussi, parce que j'étais avec ma femme, et il a dit à ma femme, vous savez, j'aime bien votre mari, il est malin. Bon. Et donc on a commencé à discuter comme ça, j'ai discuté avec la présidente des parfums sur cette possibilité d'entrer. Et voilà, la discussion était longue parce que c'était pas forcément à faire, on ne savait pas si on allait le faire ou pas le faire. Et alors moi j'étais d'accord pour le faire, pour entrer chez Hermès comme parfumeur, à deux conditions. La condition, c'est que le choix final du parfum se fasse entre le parfumeur et le président des parfums, ou la présidente des parfums, et qu'il n'y ait pas de test de marché. Je suis anti-marketing pour tout ce qui est création. Je le dis clairement, le marketing n'a aucune raison de faire de création. Ce ne sont pas des gens de créatifs, ce sont des gens de commerce, ils ne savent pas créer. La création, c'est autre chose que le commerce. C'est deux choses différentes, et le jour où on a compris cela, on pourra faire beaucoup de progrès, mais il y a encore du travail à faire. Donc, alors je n'écoute pas de marketing pour la création, donc sans tête de marché. C'est des parfums de conviction, on les fait ensemble, on y croit, on lance. Si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, vous me tapez sur les doigts. Ce qui fait effectivement l'accélération, l'état du marché de la parfumerie à l'heure actuelle, les lancements qui s'accélèrent, je crois qu'il y en a plus de 1000 par an, et, ce qui est colossal. Effectivement, une omniprésence du marketing. Et qu'est-ce que ça vous inspire, cette espèce d'omniprésence de quelle façon arrivez-vous à vous démarquer de ça? Je ne vais pas faire appel à Bourdieu, mais je peux faire appel à Bourdieu sur la distinction. Non, la ligne d'Hermès, la vision d'Hermès, c'est la notion de distinction. Et il y a d'autres notions qui sont importantes dans cette maison-là que je partage, qui est, nous ne sommes pas une maison de mode, nous ne sommes pas une maison de tendance, ce qui enlève déjà pas mal dans l'approche de la manière de faire. Nous sommes une maison de conviction où les artisans et les artistes ont la première place. Et ce sont les artisans et les artistes qui font Hermès. Et le marketing est là, bien sûr qu'il est là pour supporter les artistes et les artisans. Et c'est ça qui nous fait notre distinction, c'est ça qui nous fait notre différence. Et c'est ce discours-là qu'on applique, que nous faisons. Et c'est pour ça qu'on s'est trouvé un petit chemin, là, voilà, dans cette multiplicité de lancements de produits. Montrer sa différence, c'est un moyen de s'affirmer. Et voilà, c'est ce qu'on fait. Et est-ce que la façon dont vous créez au quotidien, j'ai le sentiment qu'il y a une véritable liberté qui est assez peu offerte finalement, liberté, dans le temps de création. Combien de parfums avez-vous à créer par an? Alors là, quelques notions générales sur la parfumerie.
D'abord, il y a très peu de parfumeurs intégrés dans une maison. C'est en rentrant en 2004 chez Hermès, c'est la première maison. Bon, il y avait Chanel qui avait son parfumeur, mais pour des raisons historiques. Chanel a créé ses parfums en 1921 avec le siècle de Chanel, et pour des raisons historiques, il y a toujours eu un parfumeur chez Chanel jusqu'à aujourd'hui. Il y en a eu chez Guerlain, mais Guerlain avait vendu sa maison et il n'y avait plus de parfumeur chez Guerlain. Donc la plupart des sociétés de parfumerie n'avaient plus de parfumeur. Hermès, en 2004, en intégrant à nouveau un parfumeur, a changé, a révolutionné un peu le marché, puisque depuis, Dior a son parfumeur, Guerlain a son parfumeur, Louis Vuitton a son parfumeur, Cartier a son parfumeur, mais c'est suite à l'introduction à la volonté d'Hermès d'introduire un parfumeur. Donc sinon, c'est une industrie forte que la parfumerie, avec des grandes sociétés qui s'appellent Givaudan, IFF, Firmenich, c'est un grand nom de la parfumerie, qui ont des dizaines de parfumeurs et qui sont là pour travailler, pour créer des parfums. Quand vous êtes parfumeur dans l'industrie, ce que j'ai été, vous recevez à peu près entre 150 et 250 demandes par an. Il y a 150-200 demandes de parfums à créer pour le monde, pour l'international. Chez Hermès, mon travail, c'est à peu près 3 parfums par an. Donc, vous allez me dire, il ne fait pas grand-chose. Mais alors, c'est là que tout ça se pose, c'est-à-dire que j'ai 3 parfums à faire par an, mais ça me donne énormément de temps, de réflexion pour bien faire. C'est ce problème de temps qui me permet de créer différemment, de voir différemment. Je prends le temps de créer et de penser le parfum. Et je ne suis pas dans un travail Stoyanovitch du parfum. Donc cette lenteur fait aussi la différence de la Et où c'est que j'en étais de ce que tu voulais dire. C'était sur la liberté créative. Là, alors sur la liberté, c'est... On est dans un monde. C'est aussi. Hermès, c'est une maison absolument. Pour moi, c'était un rêve de cette maison-là parce que j'ai pas de brief non plus. La seule chose que je sais, c'est que bon, l'année prochaine, il va falloir sortir peut-être un jardin, ce que je viens de faire. Il va falloir peut-être sortir une Cologne, il va peut-être sortir une Hermessence. Voilà, j'ai 3 parfums. J'ai juste quelques. Voilà, c'est des territoires à borner, à mettre des parfums à l'intérieur. À moi de créer, de faire des propositions. Merveilleuse liberté, mais pesante liberté aussi, puisque le choix, c'est un choix personnel, et ensuite il va falloir que je convainque ma présidente en disant, écoute, voilà le choix que j'ai fait, et quelles sont les raisons qui ont fait que j'ai fait ce choix. Mais c'est un choix merveilleux, puisque je peux exprimer ce que j'ai envie d'exprimer. Et de l'autre côté, ça a un coût énorme, c'est le poids de la responsabilité. Mais j'accepte, oui, j'accepte totalement. Et donc, oui, voilà, c'est comme ça. Et là, finalement, on parle de la singularité de la parfumerie chez Hermès, mais quelle pourrait être la singularité de votre signature? Alors, il y a quelques années, je me posais une question. J'étais à la recherche d'un style. Il m'a fait énormément de temps pour trouver un style. Un style, c'est une forme d'écriture. Un style, comment écrire les parfums différemment des autres et qui fasse que quand vous sentez un parfum que j'ai créé, vous dites « Ah, ça c'est du Hermès ou c'est du Helena », enfin les choses se confondent. Et ça remonte à pas mal d'années, je me posais la question, est-ce que j'ai trouvé un style? Et donc j'ai commencé à poser cette question à des gens qui distribuaient mes parfums, et en leur demandant, est-ce que le public reconnaît ce que je fais? La réponse a été, la réponse pas surprise, c'est la question que je posais, mais voilà, qu'est-ce qu'on va me dire? La réponse était oui, on reconnaît votre manière de faire des parfums, votre style de parfumerie, les gens sentent, ils disent, mais... Alors, ils ne disent pas forcément le nom, ils ne l'ont pas forcément, mais ils reconnaissent la manière dont c'est exprimé. Il me dit, on me raconte à tel point que la personne qui choisit un de mes parfums
souvent, utilisent d'autres parfums et d'autres parfums que j'ai signés, sans pourtant savoir mon nom. Mais les choix qu'ils ont fait dans leur vie les ont toujours amené à choisir ce type de parfum. Donc voilà, donc il y avait bien la notion de style, ça m'a rassuré, puisque c'est ce que je cherchais, je voulais voir si on me retrouvait, parce que c'était pas évident du point de vue olfactif, si on retrouvait un style odorant. Et le style chez moi se résume, c'est un travail de patience, c'est un travail surtout de... Alors, imaginez-vous que ma collection, j'ai une collection de matériaux pour faire mes parfums que j'ai réduit à 200 matières. Une collection normale d'odorants, de matières odorantes pour un parfumeur, c'est 1500. Quand vous rentrez dans un laboratoire de parfumerie, vous allez trouver 1500 petits flacons qui ont tous une odeur et qui servent à faire des parfums. Vous venez chez moi, eh bien chez moi, il n'y a plus que 200 matières. C'est-à-dire qu'avec le temps, je me suis limité volontairement à aller à l'essentiel et chercher une forme, c'est ce que j'appelle une épure, c'est-à-dire l'épure, c'est-à-dire aller vraiment tourner vers l'essentiel et vraiment ce qui était le plus important pour moi. Donc, toujours la chimie, le naturel est toujours là, mais c'est peu de matériaux, 200 matières. C'est déjà ça qui conditionne. Autre chose aussi, c'est que 200, il faut savoir, alors quand je vous dis 200, ça peut paraître beaucoup, limité, mais cette collection n'est pas forcément fermée. Ce n'est pas une collection fermée, c'est une collection ouverte, c'est-à-dire que si quelqu'un vient vraiment avec une nouvelle odeur, qu'elle soit naturelle ou chimique, et c'est qu'elle est vraiment nouvelle, dans ces cas-là, je vais la prendre et je vais l'utiliser. Mais la plupart du temps, je pourrais même vous dire que je trouve, peut-être chaque année, il y en a une, maximum 2 de nouvelles, et pas plus. Le reste, ce sont des choses que j'ai déjà, que je connais, qui ressemblent déjà à des choses que j'ai, donc je ne les veux pas. Donc voilà, très peu de produits nouveaux vraiment pour une collection de parfumeurs, de nouvelles couleurs, hein, là c'est de nouvelles odeurs. Donc ça, c'est ça ma collection. Ensuite, c'est la formulation, c'est-à-dire comment je formule. Je formule avec très peu de matière, c'est-à-dire entre 20 et 30. Une formule de parfumerie moyenne, c'est 150 produits, ça peut monter jusqu'à 450-500 produits, suivant les parfumeurs. Donc il y a des parfumeurs qui formulent très complexes, et comme une approche comme ça, très complexe. Et puis, à l'opposé, mon style, c'est de travailler avec peu de matière. Je suis reconnu au monde comme le parfumeur qui utilise le moins de matière, mais derrière ça, ça veut dire énormément de travail. C'est-à-dire que beaucoup d'essais pour arriver à une harmonie, à avoir une espèce de perfection dans ce que je veux obtenir. Et je préfère prendre le temps et recommencer pour arriver à ce que je veux, que de mettre beaucoup de choses. Et ça a défini le style. Et donc on a, en quelques mots, comment définir l'approche parfois. C'est intéressant sur les matières, parce qu'en guise de finale, je vais vous donner un magnifique petit abrégé de matière et d'odeur qui est ravissant et très élégamment illustré. Oui, quelques précisions. Dans le journal d'un parfumeur, j'ai terminé avec quelques formules. Voilà. Alors, il y a des formules très simples avec 2-3 matières. Avec ces 2-3 matières, vous faites l'odeur de la cerise, l'odeur de la pêche, l'odeur de l'abricot, vous faites l'odeur de pomme, etc. C'est juste pour vous montrer qu'avec peu de moyens, je peux vous illusionner. Parce qu'en fait, le parfumeur est un illusionniste et je vous mens en permanence. Ouais, mais on va rester dans les matières à propos d'un débat qui alimente le propos sur les matières naturelles et les matières synthétiques. Est-ce qu'il y a dans votre esprit une hiérarchie? Est-ce qu'il y a des matières nobles et d'autres qui ne sont pas? De quelle façon vous les appréhendez, ces matières? C'est bien de parler de hiérarchie parce que j'ai commencé mon métier, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans les matières premières naturelles. C'est-à-dire que je fabriquais des matières premières naturelles tirées de fleurs, tirées de bois, tirées d'épices, etc. Et quand j'ai commencé, je pensais que c'était des matières, entre guillemets, nobles de la parfumerie. Avec le temps, j'ai changé.
avec le temps, ma manière de voir les choses, de sentir les choses a changé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne fais plus de différence entre la matière chimique et la matière première naturelle. Pour moi, ce sont des odeurs. Et plus que cela, c'est que la chimie me permet d'être plus créative qu'avec la nature. Alors, je vais vous expliquer cela. Si je vous fais sentir une essence de rose, la rose sent la rose. Mais que la rose. Vous sentez la rose, ça sent la rose, que la rose. Ah. Eh bien, mais ce n'est pas suffisant pour un parfumeur tel que je suis. Si je vous fais sentir un produit qui sent l'alcool, je vais vous donner un nom de formule de molécule chimique comme alcool phényléthylique, c'est pas un très joli, enfin pour moi c'est un joli nom, mais ça peut vous accrocher vos oreilles, alcool phényléthylique, c'est un médicament. Mais cet alcool phényléthylique qui est un des constituants majeurs, en tout cas un des constituants de la rose possède, il faut que vous le sachiez aussi, 500 molécules. C'est-à-dire que la nature est complexe. Pour faire une odeur de rose, elle a besoin de 500 molécules, et elle a réuni 500 molécules pour que ça sente la rose. L'alcool phényléthylique, c'est une seule molécule. Mais cet alcool phényléthylique, qui est une seule molécule, m'évoque et peut évoquer la jacinthe, la pivoine, le jasmin, le muguet, le saké. Ça peut évoquer énormément de choses. C'est-à-dire qu'avec cette molécule, comme ça, suivant que je la mets en résonance avec d'autres molécules, je lui fais dire jacinthe, je lui fais dire muguet, je lui fais dire saké, je lui fais dire autre chose. La rose, c'est embêtant, parce que je peux lui faire dire que rose. D'où mon intérêt pour la chimie. Alors ça ne veut pas dire que je me passe pas, je veux dire, ça ne veut pas dire que je ne me passe, que je n'utilise pas des naturels, c'est pas vrai, j'utilise aussi bien des naturels que des chimiques. Mais il y a tout un jeu subtil entre la nature, ce que peut m'apporter la nature, et ce que peut m'apporter la chimie. Et de ce jeu subtil, je construis comme ça mes parfums. Quand je vous dis ça, sachez bien que la chimie en parfumerie apparaît à la fin du 19e siècle. Et quand elle apparaît, tous les parfumeurs vont s'en emparer tout de suite. C'est-à-dire tous les parfumeurs les parfumeurs de l'époque vont comprendre très bien ce qu'ils pouvaient faire de la chimie. Ce qui fait qu'il n'y a pas un seul parfum depuis la fin du 19e siècle qui ne soit pas composé de chimie et de produits naturels. Aucun. Tous les parfums, même les parfums les plus connus, Chanel 1921, là, oui, il y a de la chimie. Le plus vieux, c'est Jiki, qui existe toujours chez Guerlain, qui est 1898, il y a de la chimie. Donc, la chimie est toujours présente dans les parfums, et depuis très longtemps, et c'est ça, peut-être que vous ne saviez pas, mais c'est important, parce que c'est avec ça que je peux créer, et avec la chimie, je peux créer des choses qui n'existent pas à l'état naturel. C'est-à-dire que le lilas, je ne peux pas l'extraire, mais je peux le faire avec la chimie. Le muguet n'existe pas à l'état naturel, je peux faire ça avec la chimie. Il y a des tas de choses que je peux faire, et je peux faire aussi avec la chimie des odeurs abstraites. Des odeurs abstraites, c'est-à-dire des odeurs de pierre, des odeurs de métal, des odeurs d'eau. Ah oui, là c'est vachement intéressant. Alors qu'avec la rose, je ne sais que de la rose. Donc, donc, vous comprenez bien que je ne refuse pas la chimie, que ce sont pour moi des couleurs, un jeu merveilleux que j'ai à ma disposition, et que les parfumeurs, je ne suis pas le premier parfumeur à avoir compris ça, ont vite compris tout de suite à utiliser dans les parfums. Et est-ce que dans ces matières premières, est-ce que vous considérez que certaines sont plus féminines et d'autres plus masculines, comme dans vos parfums? Est-ce que les parfums sont-ils vraiment, il y a un genre dans la parfumerie, et c'est un genre dans votre parfumerie en particulier? Donc, oui, alors la notion de genre, c'est une notion intéressante. La notion de genre apparaît en parfumerie à la fin du 19e. Parce que auparavant, d'abord la parfumerie auparavant était une parfumerie aristocratique, et uniquement aristocratique, et on se parfumait à la rose, au jasmin, à l'huile, enfin à des produits surtout naturels. On est au 19e siècle. La parfumerie va devenir bourgeoise, parce que ce sont les industriels, ce sont des bourgeois, qui vont devenir riches à cause de l'industrie, mais c'est la bourgeoisie qui va faire la nouvelle parfumerie. Et
Je me suis égaré par rapport à ce que tu me dis. C'était sur le genre. Ah, sur le genre, voilà. Non, non, mais j'étais dans le propos. Donc, les hommes utilisaient aussi bien la rose, le jaune, etc. La notion de genre donc apparaît à la fin du 19e siècle parce que, économiquement, c'est intéressant de vendre 2 flacons à la place d'un. Donc, on va faire un parfum pour les femmes, un parfum pour les hommes. Comme ça, je vends 2 flacons. Ça, c'est pas mal. Et si vous regardez aujourd'hui, il y a surtout au Moyen-Orient, en Inde, les hommes se parfument la plupart du temps avec des parfums féminins. Pourquoi? C'est très simple, c'est que les parfums féminins sont souvent beaucoup plus concentrés, et comme dans ces pays-là, on aime les parfums plus forts, les hommes se parfument avec des parfums féminins, et les hommes utilisent plus de parfums que les femmes. Donc vous voyez, la notion de genre est quand même une notion de genre, c'est purement culturel, économique, mais qui pour moi n'a pas lieu d'exister, mis à part que le marché impose qu'il y ait des genres, parce qu'on aime bien mettre en cage. Donc il y a les féminins, les masculins. Quand vous descendez chez Sephora, c'est à gauche, il y a les mâles, les hommes, à droite, il y a les femmes, ou inversement. Et si vous dites qu'il n'y a pas de genre, alors ils sont désespérés, ces gens-là. La distribution est désespérée, parce que d'un point de vue comptable, il faut pouvoir compter combien j'ai vendu de masculin, combien j'ai vendu de féminin. Et moi j'arrive en disant, mais écoutez, il n'y a pas de genre. Ah, ça leur plaît pas du tout. Il n'empêche que chez Hermès, 60% de nos parfums n'ont pas de genre. Et j'aime bien cette notion de pas de genre parce que je préfère vous laisser la liberté de choisir. C'est-à-dire que vous sentez le parfum. Si vous aimez l'odeur, ben vous vous parfumez. Et d'un seul coup, vous vous rajoutez au parfum. Et moi, j'aime bien la notion que vous vous rajoutez au parfum. C'est-à-dire que le jardin de Monsieur Lee devient féminin ou il devient masculin. Voilà. C'est votre choix. Bon, avant de vous laisser une petite dernière question, avant de laisser la place à vos questions, j'ai envie de faire un petit exercice d'imagination. Ça fait très peu de temps que vous êtes en Corée, oui. Quelques jours à peine. Et si on vous demandait ce soir, si l'un d'entre vous vous demandait ce soir de créer un parfum inspiré par la Corée, par où commenceriez-vous? Je ne vais pas vous demander ce que vous feriez, mais par où commenceriez-vous? Et qu'est-ce qui vous a frappé dans les quelques jours que vous avez passés ici? Je vais dire quelque chose de terrible. Ah oui. Je vous vois très bien. Alors après, il y aura beaucoup de travail, mais la première chose, et une chose caractéristique qui définit la Corée, c'est l'odeur de l'ail. Moi, je descends de l'avion, la Corée, ça sent l'ail. Alors, je suppose, je suis pas coréen, mais je sais ce qui se passe, c'est que quand tous les jours on mange de l'ail, on ne s'aperçoit plus qu'on sent l'ail, c'est pas vrai, voilà, ça fait partie de soi-même. Voilà, on porte cette odeur d'ail en soi et c'est notre personnalité qui fait qu'on sent l'ail. Et donc à partir de ce mot ail, vous vous rendez compte tout le travail que j'ai à faire pour faire un parfum. Je vous en parlerai la prochaine fois. Non, je pense qu'il y a bien d'autres choses. Il y a bien d'autres choses à faire. Mais il faudrait que je revienne au printemps. Alors, on est dans le printemps encore, mais on est déjà dans le printemps. Mais j'ai pas... alors, vous savez, une chose que j'aime faire quand je viens dans un pays, la plupart du temps, d'abord, je visite des musées pour avoir une information culturelle, pour leur histoire, pour comprendre un peu leur histoire. Alors, c'est un moyen pour... superficiellement. Ouais, c'est un petit moyen comme ça pour connaître un petit peu rapidement la culture d'un pays. Et la deuxième chose que j'aime fréquenter, ce sont les marchés. Et dans tous les pays, il y a des marchés, et des marchés aux herbes et aux épices. Ici, il y a un marché aux herbes et aux épices. Donc je suis allé la première chose que je fais, c'est d'aller dans les marchés aux herbes et aux épices, parce que je suis un voleur d'odeurs. Donc si je vais dans les marchés aux herbes et aux épices, j'espère toujours trouver quelque chose que je ne connais pas. Et si je trouvais quelque chose que je ne connais pas d'un point de vue odeur, je vais en ramener et dire à une personne, enfin, il y a des gens que je connais qui savent fabriquer, savent extraire des odeurs, en disant, écoute, j'ai découvert ça en Corée, est-ce que tu peux me le distiller pour voir si c'est intéressant pour la parfumerie? Alors là, je suis allé marcher aux herbes, j'ai vu surtout des herbes qui étaient à fonction médicinale,
j'ai bien compris que les morceaux de ronces, les morceaux de bois, il y a des tas de bois hachés menus comme ça, et qui ont des vertus médicinales que je ne connais pas, et puis ne parlant pas le coréen, je ne savais pas quelle était la vertu de chaque herbe et de chaque bois. Mais j'ai senti ces bois, ils n'avaient pas beaucoup d'odeur. Alors il y a quelques racines comme ça que je connais, oui, mais par contre j'ai acheté des feuilles de shiso, et le shiso commence à peine en parfumerie. Mais voilà, là je trouve une tonalité, une odeur qui est vraiment intéressante pour la parfumerie, qui est le shiso que vous utilisez très souvent en cuisine et que je peux utiliser en parfumerie. Parce qu'à la fois c'est une menthe qui n'est pas une menthe, et elle est très très particulière, et ça je trouve qu'il y a beaucoup de choses à faire dire avec le shiso. Là, en ce qui concerne la Corée, pour l'instant vous avez parlé de matière. Oui, et sur, si je développe un peu sur le concept même, sur l'impression, j'ai entendu à un moment un mot qui était équilibre, une forme d'équilibre entre... Alors, il y a des choses qui vont forcément, il y a des choses comme ça que je peux retenir, enfin, que je vais prendre, qui peuvent me parler. J'ai eu le plaisir comme ça de manger de la cuisine coréenne. Et hier soir, il y avait un repas qui m'était offert, très fin, très subtil, coréen. Donc avec des tas de plats que je ne connais pas. Ce que j'ai vu tout de suite, c'est le degré de raffinement. C'est-à-dire le niveau de raffinement. C'était très très fin, très raffiné, et je ne peux pas penser parfum sans ajouter dès le départ cette notion de raffinement. Donc forcément, dans le parfum, il faudra sentir ce raffinement. Ah, c'est joli. Et vous parlez aussi de tradition et de modernité. Oui. Les traditions. Alors la tradition, évidemment, on voit bien la tradition. Je vois bien que les Coréens sont très attachés aux traditions. Il suffit d'aller justement dans ce marché aux herbes pour s'apercevoir qu'ils sont très attachés à cette approche médicinale des plantes, et ça appartient à vos traditions. La modernité, je l'ai vu surtout dans les taxis. J'ai jamais vu des taxis qui enfreignent comme ça la loi, qui vont très très vite, qui sont aussi performants. Ça n'existe pas à Paris. Et c'est vraiment efficace. Je ne vais pas parler de Samsung, c'est évident pour tout le monde. Bon, et peut-être une toute dernière question de ma part. C'est le journal d'un parfumeur. Y aura-t-il une suite? Pas sous cette forme. Pas sous cette forme. Pas sous cette forme. Il y aura une suite, mais pas sous cette forme. Bah, écoutez, je crois qu'on peut remercier très chaleureusement Jean-Claude Héléna. Je vous propose, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Oui, j'accepte toutes les questions. Toutes les questions sont autorisées. Et même les plus bêtes. Ouais. Surtout. Là, il y a quelqu'un. Oui. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Je suis très contente de vous rencontrer ce soir. Et je m'appelle Camille Jo, espérant travailler dans le monde autartique comme vous. J'aimerais poser deux questions. Premièrement, quelles sont les perspectives de la parfumerie et ses innovations de demain? Et puis, deuxièmement, je voudrais savoir s'il y a des matières premières qui ont marqué dans votre vie et votre création. Merci. D'accord. Alors, l'industrie de la parfumerie, donc l'industrie de la parfumerie a un bel avenir. Il suffit de regarder l'économie parfumeristique. L'économie, ça marche plutôt bien. C'est une industrie florissante, c'est le cas de dire. Donc, je vous engage à travailler dans la parfumerie, oui, mais ça se développe bien, plutôt bien. Et puis, en plus, c'est une industrie
n'est pas une industrie des modes, c'est une industrie qui se perpétue comme ça, donc qui a encore un bel avenir. Vous m'avez posé plusieurs questions à la fois. Attendez, c'est Les perspectives de la parfumerie. les perspectives, oui. Les matières premières. Les matières premières. Il y en a une qui a été particulièrement importante. Alors il n'y a pas une en particulier, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est que je veux dire, chaque année apporte très très peu de nouveautés, je vous l'ai dit, c'est une nouveauté, deux nouveautés, et encore c'est pas grand chose. Donc il y a peu de choses, les choses sont plutôt stables en parfumerie. C'est un métier qui se renouvelle très 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 lentement. Alors, je crois qu'il se renouvelle très lentement parce qu'il touche vraiment profondément à votre personne et à notre être. Et que on peut pas, ça c'est dur de le changer. C'est-à-dire c'est quelque chose dont on n'est pas prêt de changer notre manière d'être. Et le parfum vous touche très très intimement. Donc les choses évoluent. Moi, ce que j'ai vu dans la parfumerie avec le temps, maintenant ça fait 50 ans que j'ai vu le parfum, je n'ai vu qu'une évolution lente. Ça n'a rien à voir avec l'industrie, les déportables ou autres industries qui changent tout le temps, et l'industrie informatique qui change tout le temps, qui est vraiment technique. Là, on s'adresse au sens, on s'adresse au sens, aux êtres, et là, ça touche quelque chose de très intime. C'est pour ça que les choses évoluent très, très, très lentement. À tel point que, ça c'est assez amusant de voir les choses comme ça, c'est que la plupart du temps, les jeunes femmes n'aiment pas porter les parfums les mêmes parfums que leurs parents, mais adorent porter les parfums de leurs grands-parents. Ça m'a toujours surpris, ça. C'est-à-dire que oui, je veux bien sentir comme ma grand-mère, mais je ne veux surtout pas sentir comme ma mère. Donc, ça veut dire quelque chose quand même, parce que même si alors il y a des évolutions qui se font, mais elles se font toujours comme ça, avec un passé qui est là, qui est lourd de sens. Ce qui fait que l'évolution est très lente. On est une industrie lente. Je trouve ça intéressant. Donc pour en revenir aux matières, non, il n'y a pas de choses vraiment révolutionnaires. Hein. Il y a des adaptations, mais il n'y a pas de révolution. La grande révolution de la parfumerie, ça a été l'introduction de la chimie à la fin du 19e. Aujourd'hui, les technologies qui sont intéressantes, c'est les biotechnologies. Les biotechnologies permettent de fabriquer certaines matières premières naturelles en partant de biomasse. Et là, il y a peut-être des choses intéressantes. Mais on est vraiment au commencement du travail des biomasses pour les produits naturels. Il y avait peut-être une question pour compléter la question. Est-ce qu'il y a une matière première qui vous a particulièrement, ou qui vous a suivi dans la vie, avec particulièrement attachée? Non, j'ai compris. Non, tout. J'ai besoin de tout. Oui, allez-y. Quel conseil vous pourriez donner à une femme, enfin un homme, pour choisir un parfum? Parce que c'est vrai que là, on entre dans les parfumeries aujourd'hui, on a une multitude de parfums. Oui, c'est vrai. Les odeurs qu'on nous met sur des papiers, enfin bon, moi je ne sais plus choisir un parfum. Alors en même temps, il y a ces nouveaux parfumeurs, enfin à Paris notamment, où les parfums sont excessivement chers. On vous dit, on va créer un parfum pour vous. Oui. Et qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que vous pensez de... Alors, il y a deux choses. Au niveau du choix, je sais que l'offre est pléthorique. Donc, au niveau du choix, là, mon conseil, et ce que nous faisons, c'est que j'aime bien l'idée que quand on veut choisir un parfum, d'abord on demande des échantillons. Et surtout, on n'achète pas le parfum. Première chose, on achète. Ça ne marche pas très bien pour Hermès, là, je suis mal barré. Mais on demande des échantillons. Dans la politique d'Hermès, c'est qu'on offre des échantillons. La première chose, c'est
d'essayer sur sa peau en prenant des échantillons et de vivre les parfums. Parce que le choix va se faire, il faut prendre le temps de choisir. Parce qu'il y a de fortes chances que vous allez garder ce parfum longtemps, et que moi je l'espère que vous allez le garder longtemps, et que si vous faites un acte d'achat rapide, c'est-à-dire uniquement ce que j'appelle un achat d'impulsion suite à une publicité, suite à un film, etc., c'est un mauvais choix. C'est souvent un mauvais choix parce que il y a de fortes chances qu'au bout d'un certain temps, ce choix ne vous plaise pas. Et alors, il y a deux choses qui vont se passer, c'est qu'à la fois vous allez mettre de côté le parfum, vous allez le rejeter, et je vais vous perdre deux fois. Deux fois parce que le parfum vous allez le mettre de côté, et deux fois parce que vous allez dire, mais cette marque-là ne fait des mauvais parfums. Et donc je vous perds en tant que cliente de la marque, et je vous perds en tant que cliente du parfum. Je préfère vous garder et vous dire, essayez, et si vous aimez, voilà. Ça, c'est toujours la notion d'essayer, et jamais plus de 2-3 parfums à la fois. Vous avez 2 bras, 2 parfums, c'est bien. Après, si vous êtes Shiva, c'est plus facile, mais voilà, 2. Sur les parfums sur mesure, moi je suis contre. Je suis contre parce que, je vais vous dire quelque chose de terrible, c'est contenter un double narcissisme. Et quand je dis ça, c'est assez fort et ça peut être assez dérangeant, c'est que la personne qui va vous faire le parfum pour vous va vous poser des questions sur ce que vous aimez. C'est ça la démarche la plupart du temps. Et à partir du moment où il a créé à partir de choses que vous aimez, il ne crée pas. Il adapte, c'est plus de la création, c'est une adaptation. C'est-à-dire je fais quelque chose qui va dans le sens de ce que vous aimez. On retrouve la notion de tendance là. Mais ce n'est pas une création. Il y a de fortes chances qu'au bout d'un moment, vous préférez les parfums originaux que vous avez choisis. La deuxième chose narcissique, c'est que c'est un tel, c'est madame un tel ou c'est monsieur un tel qui avait créé pour vous. Et donc vous en oubliez l'odeur, parce que c'est la personne qui prend le devant. Donc c'est pour ces raisons-là que je n'aime pas cette notion-là. Et je préfère que vous rentrez dans une parfumerie, je reviens à toujours cette notion, prendre le temps, sentir, demander des échantillons sur des choses qui vous ont un peu ému. Et voilà, les choses se font avec le temps. Et je ne cours pas après le client, j'attends que le client vienne chez moi. Prendre le temps. D'autres. 네, 안녕하세요. 강현. 잘 들었습니다. Ah, il faut que je puisse. Plus. Est-ce que ça marche? Ouais. Oui, là j'entends. Mais oui, j'entends, bien sûr. 네. 안녕하세요. 저는 신수민이라고 합니다. 뒤에서 강연 잘 들었고요. 제가 2가지 여쭤보고 싶은 점이 있는데 이제 그런 조향사 가지고 태어나서 그런 환경에서 자란 거는 축복이라고 생각하는데 저처럼 이렇게 비전공자나 갑자기 이제 조향사의 꿈을 갖게 된 사람들이 조향사로 시작을 하게 되면 처음에 할 수 있는 훈련 같은 걸로 이제 조언이나 추천해 주실 수 있는 게 있는지 궁금하고요. 2번째는 조향사는 이제 코 감각이 굉장히 중요할 것 같은데 코 관리를 어떻게 하시는지 궁금합니다. Donc pour les Français, la question est, pour ceux qui ne parlent pas coréen, je ne sais pas si vous avez entendu. Non. C'est, voilà, n'étant pas issu ni d'un milieu de parfumeur, ni d'un environnement lié à la parfumerie, comment le devenir, en gros, comment m'entraîner. Et la deuxième question, c'est comment prendre soin de l'outil et le nez. Voilà.
première question, c'est qu'elle est évident qu'aujourd'hui, devenir parfumeur est difficile, peut-être encore plus difficile en Corée que dans d'autres pays. En fait, non, c'est difficile partout, parce que les écoles de parfumerie, il n'y en a pas beaucoup. Donc les écoles de parfumerie sont surtout concentrées en France. Et si vous avez la possibilité d'être en France, il y a une école de parfumerie à Versailles qui s'appelle Visipka, et qui donne une formation à la parfumerie, ceci pendant 3 ans. Puis il y a aussi une école à Grasse de parfumerie qui donne une formation d'1 année, que je trouve un peu insuffisante, mais bon, il y a une école comme ça qui vous donne des notions de parfumerie pendant 1 année à Grasse. Mais ce n'est que le début, donc c'est bien un handicap que vous avez pour devenir parfumeur. Et j'en suis bien conscient et je le regrette, mais voilà, c'est la situation. Maintenant, comment développer son nez? Je peux en parler quand même, c'est-à-dire que mon père parlait très peu de son métier à la maison. Mon père était un taiseux, il ne parlait pas de son métier. Ma mère ne s'intéressait pas du tout à ce qu'il faisait. Et donc il n'en parlait pas. C'est peut-être une des raisons aussi pour lesquelles j'ai voulu devenir parfumeur, parce que j'ai envie de savoir ce que mon père faisait quand il n'était pas à la maison. Et par contre, il faisait quelque chose que ma mère détestait, c'était qu'il n'y avait pas un plat, il n'y avait pas une boisson qu'il ne sentait, il prenait le temps de tout sentir. Sentir ce qu'il buvait, sentir ce qu'il mangeait, il y avait toujours ce temps qui était donné. Mes enfants ont appris ce même temps, mes petits-enfants l'ont appris aussi. Et je suis fort ravi de ça, puisqu'ils apprécient ce qu'ils ont dans l'assiette et ils apprécient ce qu'ils boivent. Ce qui ne les empêche pas de boire du Coca-Cola aussi. Mais bon, c'est une autre histoire. C'est qu'il y a une très bonne odeur. Tu fais très bien l'illusion. L'autre question, c'était... L'autre question, c'est le soin que tu prends. Alors, le soin que je prends pour mon nez, c'est que, je ne suis pas fumeur, je suis parfumeur, je suis pas fumeur, je ne fume pas, ça altère quand même ça altère le nez, le fonctionnement du nez. Les parfumeurs, j'ai connu des parfumeurs qui étaient fumeurs, qui se sont arrêtés de fumer et qui, après s'être arrêtés de fumer, m'ont tous dit « Ah, je sens mieux ». Donc, il y a quand même une raison. L'autre chose aussi, c'est que pour bien sentir... alors, il y a une chose qu'il faut que vous voyez, pour travailler les parfums, il y a une chose que j'évite, c'est l'ail. Alors je vous explique pourquoi, c'est que quand vous mangez de l'ail, votre peau sent l'ail. Et alors le parfum que vous mettez sur votre peau, on sentir le parfum plus l'ail. Donc ça je peux pas, parce que je veux savoir la vérité du parfum, et pas la combinaison. Et donc voilà, il y a oignon, épices, ail, ce sont des choses que j'évite, que je mets de côté. Une autre question, monsieur? Ah oui. 안녕하세요. 약간 중복되는 질문일 수 있는데요. 사실 내년에 프랑스로 가서 향수 공부를 할 계획을 세우고 있는데 어떤 그런 조향사를 꿈꾸는 젊은이가 앞으로 계속 발전하고 점점 이제 큰 곳으로 나아가기 위해서 어떤 마인드를 가져야 되는지 그런 것이 되게 궁금합니다. C'est bon, je crois que... voilà, c'est bon. Alors, moi je trouve que merci de venir en France pour apprendre comme ça le parfum, pour voir le parfum. Alors, peut-être ce que je vous conseillerais, c'est de venir à Grasse. Parce qu'à la fois à Grasse, il y a une école de parfumerie, je vous l'ai dit, qui vous donne une formation très courte, c'est une formation d'1 année.
le prix de l'école est raisonnable. Non, mais quand même, ça donne une formation. L'autre chose aussi, c'est quand même une industrie du parfum. Il y a un musée de la parfumerie. Donc, c'est un lieu propice à la culture du parfum. Maintenant, dans quel esprit il faut apprendre le parfum? Il faut s'intéresser à l'odeur. C'est quelque chose qui est... Comme on peut s'intéresser aux couleurs, comme on peut s'intéresser à la musique, au son, il faut s'intéresser à l'odeur. Je veux dire, il faut que l'odeur devienne quelque chose de... Il faut que l'odeur soit quelque chose de très important pour vous. Et on n'échappe pas à ça. Je veux dire, si vous avez une attirance pour les odeurs, forcément, voilà, c'est bien d'aller vers la parfumerie. Si vous n'êtes pas attiré par les odeurs, si les odeurs vous dérangent, évitez les odeurs, parce que, je vais vous confier une chose, les mauvaises odeurs m'intéressent autant que les bonnes odeurs. Donc, dans les mauvaises odeurs, je peux faire des choses qui sont bonnes. Et avec de très mauvaises odeurs, je peux faire des choses qui sont bonnes. Le chou-ferté, là, c'est difficile. Mais c'est pas une mauvaise odeur, là. Non, mais combiné au chou fermenté. Mais c'est intéressant, très intéressant. Du chou fermenté, je peux faire des choses merveilleuses avec ça. Je pourrais même faire des odeurs de rose avec du chou fermenté. Oui, je crois que vous une question. 안녕하세요. 저는 저기 장클로드 엘레나 씨가 굉장히 저한테 있어서 굉장히 관심이 있습니다. 예, 제가 엘레나 씨의 향수 중에 저기 에르메스 향수 중에 테르 데르메스를 굉장히 좋아해요. 근데 그걸 좋아하는 이유가 그걸 뿌렸을 때 제가 어렸을 때 비 오고 난 다음에 흙에서 올라오는 향이 났어요. 습기를 머금고 그다음에 이끼 냄새가 나면서도 그런 아주 곰팡이 냄새까지는 아주 좋은 향이 났는데 그때서부터 관심이 있었고 그때부터 에르메스 향수를 굉장히 관심 있게 봤습니다. 근데 오늘 말씀하시는 거 보니까 향이 품어내는 그 회상을 굉장히 중요시 여긴다는 걸 알고 참 그 얘기를 들어서 기뻤는데 그리고 지금 제가 쓰고 있는 향수 중에 하나가 또 우연하게 맞는데 그게 더 디프로스 컴퍼니라고 하는 곳의 향수예요. 근데 거기에 나온 향수를 맡다 보니까 너무 좋아서 아무 정보시 아니고 그게 따님이 하시는 향수더라고요. 그걸 봤을 때 아까 말씀하셨듯이 장클로드 엘레나의 향기를 사람들이 구분할 수 있을까 했을 때 할 수 있을 거라고 말씀하셨는데 그것도 굉장히 제가 공감을 했습니다. 그래서 그런데 제가 알기로는 향은 그러니까 부모 때부터 대를 이어 내려온다고 제가 알고 있어요. 저도 물론 어머니가 옛날에 쓰셨던 향수 때문에 지금도 그 향의 그 취향을 닮아 있다고 생각을 해요. 그래서 그걸 본다면 따님과 장클로드 엘레나 씨의 그 향의 취향이 굉장히 비슷할 거라고 생각을 하는데 그러면 주향사였던 아버님과의 향의 취향도 비슷한지 어떤지 알고 싶습니다. La transmission. Alors, merci pour vos compliments. Sur alors, forcément, la transmission, j'ai une phrase sur la transmission. J'estime que les meilleurs héritages sont ceux qui ont été choisis et non pas imposés. Donc, ma fille a choisi d'être parfumeur, j'en suis ravi, mais c'était son choix. Il n'était pas question pour moi d'imposer qu'elle devienne parfumeur ou pas. Et donc, dans la transmission, je trouve que c'est très très important que la transmission soit toujours choisie et non pas imposée. Autre chose par rapport à le commentaire que vous avez fait, c'est la notion de vous sentiez l'odeur de la terre quand elle était mouillée. Alors, la notion de terre mouillée m'intéresse d'une autre manière. Je vais profiter de votre exemple-là pour vous parler justement de l'odeur de la terre mouillée et pourquoi la terre mouillée est plus présente dans votre esprit que la terre sèche. Il y a une raison très simple, physique,
qui est l'air est humide. Le signal olfactif est un signal chimio-électrique. Ce n'est pas une onde comme pour le son ou comme pour la lumière, mais c'est un signal chimio-électrique. Comme c'est un signal chimio-électrique, la présence d'eau conduit, l'humidité, donc d'eau, conduit l'information rapidement au cerveau et imprègne beaucoup plus facilement votre cerveau. Je vais donner des exemples. Quand vous êtes dans les pays tropicaux, vous sentez beaucoup plus fort la présence des odeurs. La raison est très simple, c'est l'humidité. Si vous allez dans le désert n'a pas d'odeur, sauf le soir, très tard, parce que là, il y a un peu d'humidité dans l'air et les odeurs remontent du désert. Si vous allez au pôle Nord et au pôle Sud, dans des endroits très froids, il n'y a pas d'odeur non plus. La raison est très simple, c'est qu'il faut un certain degré pour que les molécules soient dans l'air. Quand il fait trop froid, les molécules, elles sont à terre, elles ne montent pas dans l'air. Donc la présence comme ça de l'eau est un facteur pour mieux sentir, et ce qui fait qu'en tant que parfumeur, quand j'ai un rhume, je sens mieux. Donc, le rhume me facilite la perception des odeurs. Pas l'imagination, c'est autre chose. Mais l'humidité est bonne pour sentir. C'est un petit peu en dehors de votre sujet, mais voilà, vous m'avez parlé de ça, ça me permet de parler de la présence de l'eau. Question, une dernière question peut-être? Oui. 간단한 질문 두 가지 하겠는데요. 한 가지는 특별히 좋아하시는 화가나 조각가가 계시는지, 그리고 두 번째는 이비인후과에 가신 적이 있는지, 두 가지 질문. Alors, en tant que... écoutez, sur les sculpteurs, je vais être très classique, puisque forcément des sculpteurs comme Rodin ou voilà, c'est un sculpteur qui me touche énormément, parce que c'est très très sensuel. Mais je connais assez mal la sculpture, mais oui, la sculpture me touche quand même si je n'ai pas des noms qui me viennent à l'esprit. Donc là, je vais vous décevoir parce que je n'ai pas de nom qui me vient à l'esprit. Vous pourriez parler de musique ou de peinture, c'était beaucoup plus facile pour moi. La sculpture, j'y suis sensible, mais je connais moins. Quant aux médecins, mon nez fonctionne plutôt bien, donc j'ai jamais eu de problème avec lui. Je ne sais pas si encore une question. Je travaille pour l'organisation. Je travaille dans l'organisation pour le Salon international du CE, qui va bientôt sortir en juin. Oui. Et notre thème de cette année, c'est le livre et l'art. Tout ce qu'il y a sur l'art, sur le livre. Donc je pose une question, comment vous voyez la relation entre les écrivains et les parfumeurs? Alors si je lis Susskind, ça va tout seul, hein, puisque voilà, il a écrit un livre qui s'appelle Le Parfum. La présence, je veux dire, l'odeur, le sens de l'olfactif est très très présent dans toute la littérature. Il y a des peintres qui sont plus présents que d'autres. Je vous ai cité Jonot parce que pour moi c'est un des écrivains où l'olfactif est là le plus présent, mais Proust aussi était très très présent. Donc l'olfactif fait partie des sens qui, enfin, en tout cas c'est le sens qui a été longuement utilisé en littérature. Donc depuis le départ, vous voyez bien que j'ai toujours fait des rapports entre la littérature et le parfum et la construction. Et en plus j'écris, si j'écris, il y a une raison à ça, c'est qu'il y a des ponts qui s'établissaient.
Oui, la démarche littéraire, c'est la chose qui... Oui, j'ai écrit, oui, la raison de montrer ça. En exergue du livre, c'est marqué le mot est une odeur, le parfum est littérature. Là, c'est pas plus évident que ça. Mais ce qui m'intéresse, c'est que à travers la littérature, à travers les autres métiers d'art, le développement cognitif, c'est-à-dire la manière de penser la création, sont identiques. Que vous écrivez un roman, que vous faites un parfum, vous créez un parfum, vous créez une peinture, une musique, la démarche cognitive, c'est-à-dire l'intellectualisation de la chose, elle est identique. La seule chose qui est différencie, c'est le médium. C'est-à-dire pour le peintre, pour l'écrivain, c'est des mots, pour le peintre, c'est des couleurs, pour moi, c'est des odeurs, mais c'est la seule chose qui change. La difficulté, c'est que il faut se faire une mémoire en tout. Voilà, c'est-à-dire qu'il faut que j'ai une mémoire des mots et avoir le plaisir des mots pour être écrivain, et avoir le plaisir des odeurs et avoir une mémoire olfactive pour être parfumeur. Mais je pourrais dire la même chose avec la peinture. Donc, au départ, quand même, c'est une construction mentale avec un médium particulier. À la fin, ça marche de la même manière. Mais vous passez votre vie, moi j'ai passé ma vie à construire mon imaginaire, mon mental sur l'olfactif. C'est ça qui me permet de faire des parfums. Si vous me demandez de faire autre chose, je ne saurais pas. Un peu la cuisine. C'est pas vrai, c'est écrit aussi. C'est très bien peint. Ouais. Il y avait une petite question. Oui. 안녕하세요. 저는 유현정이라고 합니다. 저는 한국에서 지금 조향 공부를 시작한 지 1년 정도 되었고 이렇게 오늘 만나게 돼서 정말 영광이라고 먼저 말씀을 드리고 싶고요. 제 질문은 최근에 맡았던 향수 중에 본인이 만든 향을 제외하고 가장 인상 깊었던 향수와 그 이유에 대해서 듣고 싶습니다. 감사합니다. Le dernier, non, c'est pas vrai. En fait, c'est une question auquel je ne réponds pas. Et je vais vous dire pourquoi je ne réponds pas, pour la bonne raison que j'estime que j'ai bâti ma vie sur les parfums. Et je vais être jugé sur l'ensemble de mon œuvre, c'est-à-dire sur l'ensemble des parfums que j'ai faits. Et non pas sur un parfum en particulier. Donc, forcément, le parfum que je suis en train de faire est forcément toujours le meilleur. Le dernier né est toujours le plus beau bébé. Mais ce n'est pas vrai dans la réalité. Donc, voilà, je vais être jugé et je me juge moi-même sur l'ensemble de ce que j'ai fait. Alors, je ne vais pas vous dire comment je me juge, je serai plutôt sévère, mais c'est comme ça que je veux voir les choses. L'autre chose, puisque vous initiez au parfum, ce que je vous demande de faire, alors je vais vous donner un conseil, puisque vous initiez au parfum, vous voulez devenir parfumeur, c'est que la construction de votre mémoire est importante dans la réalisation future de parfum. Et que n'arrêtez, quand vous sentez les matériaux qui vont construire ces parfums, efforcez-vous de les voir de différentes manières. Ne vous arrêtez pas à la rose sans la rose, le jasmin sans le jasmin, la poire sans la poire, la fraise sans la fraise. Ça, j'en ai rien à faire. Ça ne m'intéresse pas du tout. Et c'est pas avec ça qu'on fait des parfums. Essayez de voir dans les odeurs le souple, le rêche, le creux, le vide, le bois, le sec, le dur. Et ces éléments-là, qui sont partie intégrante du parfum. C'est-à-dire que plus tard, quand vous allez construire un parfum, il vous faudra savoir, ah oui, mais il faudrait que je mette un peu de douceur. Mais quel type de douceur je veux mettre? Parce qu'il y a différents types de douceur.
je veux mettre, il faut que mon parfum soit nerveux. Mais comment je vais le faire nerveux? Il faut que mon parfum soit tendu. Comment je vais le rendre tendu? Je veux qu'il soit tendre. Comment je vais le rendre tendre? Donc, c'est ces éléments-là qu'il faut que vous découvriez dans les odeurs. C'est-à-dire qu'il faut que vous allez chercher dans les odeurs. En fait, ce que vous allez chercher dans les odeurs, c'est vous-même. Parce qu'en fait, c'est une relation directe de miroir à miroir. L'odeur est que le miroir de vous-même. Hein, l'odeur ne dit rien si vous ne l'interrogez pas. Mais si vous l'interrogez, il parle à vous-même. Donc, vous l'interrogez très très profondément comme ça, et au plus vous l'interrogerez, au mieux vous serez capable de faire le parfum. En tant que directeur, ce que j'ai travaillé sur votre livre, je vais poser une question en tant que directeur. Oui. Donc, comment souhaitez-vous pour les lecteurs coréens surtout comprendre pratiquement à quel point vous voulez souligner dans votre livre? Il y a un point. Qu'est-ce qui est important dans le livre? Qu'est-ce qu'il faut souligner? Qu'est-ce qu'il faut Voilà, souligner? oui, qu'est-ce qu'il faut souligner? Écoutez, dans le livre, j'ai essayé, en tout cas, les réponses que j'ai déjà eues montrent que je pense avoir été parvenu à ça, c'est que c'est un métier où l'humilité est importante. Et la sincérité et l'humilité est importante. C'est-à-dire que si vous lisez le livre, il n'y a rien qui ne soit pas compréhensible. C'est à la portée de tout le monde. Mais vous allez voir à la lecture du livre que c'est un travail tranquille, c'est un travail répétitif, comme ça. Et oui, la seule chose que... Il y a même, je dirais même, c'est même philosophique, puisqu'il y a une manière de penser la vie à travers le parfum. Je pense ma vie à travers les odeurs. Et vous allez découvrir comme ça un personnage qui pense sa vie dans les odeurs. Donc, il me semble pouvoir résumer à humilité, simplicité et sincérité. Oui, c'est ce que j'entretiens. Ouais. Parce que ça s'entretient aussi. Oui. 안녕하세요. Oh, voilà. Je 저는 pourrais faire ça, mais ça ne va pas marcher. 안녕하세요. 향수에 남다른 열정이 있는 사람인데요. 저는 질문보다는 두 가지 제안을 좀 하고 싶은데 가능한지 답을 해주셨으면 좋겠습니다. 네, 첫 번째로 다른 친한 조향사분이 계시면 한국에 오시라고 제안을 해주실 수 있는지. 제가 10년 넘게, 한 10년 가까이 향수에 대한 관심을 많이 가졌지만 프랑스에서 오신 분은 처음 뵀거든요. 되게 가능하다고 대답해 주셨으면 좋겠습니다. 네. 네. 두 번째로 한국에 오셔서 역사에 관심을 가지셨다고 해서 되게 놀랐습니다. 저희 우리나라에 무궁화라는 국화가 있는데요. 네, 한국 사람들의 정서를 보여주는 약간 대쪽 같은 꽃이라고 생각합니다. 항상 일본의 체리 블러썸에 밀려서 빛도 못 보는 것 같아서 좀 속상했는데 향이 그렇게 강한 편은 아니지만 관심을 갖고
한번 찾아보실 수 있으신지. Mais c'est quoi? 네, 이상입니다. Quelle est la fleur? Quel est le nom de la fleur coréenne qui ne sont pas connus? C'est hibiscus, hibiscus. Merci. Hibiscus. Alors, à la première partie, ça m'est facile de vous répondre pour la bonne raison que depuis une année, je me suis attaché les services d'un autre parfumeur que j'ai pris avec moi, qui est Christine Nagel. Christine Nagel est un parfumeur connu en France, qui a connu déjà au niveau international, qui a signé de nombreux parfums et qui travaille depuis une année avec moi. Donc voilà, c'est une femme et elle travaille très différemment de moi, mais j'aime sa fantaisie, j'aime son imaginaire, j'aime sa manière de faire. Et moi, je suis plutôt un homme tranquille, paisible, et elle, c'est plutôt un tourbillon. Donc quand elle est arrivée, ça tourbillonnait pas mal autour de moi, et bon, voilà, ça marche bien quand même. La deuxième chose, alors, oui, alors, le cherry blossom japonais, alors, ça, je veux dire, j'aime bien le moment des fleurs de cerisier au Japon. C'est un moment heureux, c'est un moment de fête, c'est un moment de joie, magnifique. Je ne l'ai pas repris en parfum parce que ça a tellement été fait et refait et surfait. C'est une autoroute là. Donc, les autoroutes, je ne les aime pas trop. Je préfère les chemins vicinaux, les petits chemins de campagne. C'est plus romantique. Donc, pas le cherry blossom. Votre hibiscus, alors, oui, ça peut m'intéresser, il va falloir que je le sente parce que dans les hibiscus, il y a à peu près 400 variétés d'hibiscus. Alors, de quel hibiscus on parle? Il y a un hibiscus qu'on utilise en parfumerie qui s'appelle l'ambrette, qui appartient à la famille des hibiscus et qui donne une graine qu'on distille et dont l'odeur évoque pour moi l'odeur du champagne. Alors, si c'est ça, chouette. Oui. Ah oui, c'est vrai. Donc peut-être alors on va dire deux dernières questions si elles sont rapides. Voilà, parce que une et puis après une dernière, parce que allez-y. 한 가지 부탁을 드리고 싶은데요. 제가 오늘 혹시나 해서 제가 그 졸업 작품으로 만든 향을 가져왔는데 혹시 그 향수를 좀 맡아주실 수 있는지 코멘트를 Alors, non, je vais vous répondre tout de suite parce que imaginez que vous venez de me confier un livre et que je dois vous donner la réponse immédiate. Je ne peux pas. Je veux dire, j'ai besoin de le lire, j'ai besoin de le comprendre, j'ai besoin de prendre du recul par rapport à ce que vous avez fait, et j'ai besoin de vous interroger par rapport à ce que vous aviez dans la tête. Donc, je ne fais jamais de jugement hâtif parce que je risque de me tromper et j'aime pas me tromper. Donc, ce que vous allez faire, vous allez me le donner et je vous écrirai. Il y a une dernière question. Là, quelqu'un oui, vous n'avez pas encore posé de question. Quelqu'un qui n'a pas posé de question, pardon. La dernière. La dernière. Qui n'a pas posé de question.
안녕하세요. 저는 박주정이라고 하고요. 반갑습니다. 예술적인, 창조적인 일을 하는 사람들이 어느 순간 한계에 부딪힐 수 있다고 생각을 하거든요. 근데 만약에 그런 일이 있으셨다면 그걸 어떻게 극복하셨는지, 그리고 많은 경험이 필요하실 텐데 어떤 거를 주로 하시는지, 어떤 예를 들어서 쉬는 시간이나 그럴 때는 주로 선호하시는 그런 일이 있으신지 궁금합니다. Alors c'est... en fait, oui, vous avez raison. Il y a des moments de... Oui, il y a des moments de... je me remets en question, des moments difficiles, des moments angoissants. Quand arrivent ces moments-là, ce sont des moments que je garde pour moi. Je dis, la seule personne qui perçoit ces moments-là, qui me connaît, c'est ma femme. Sinon, je ne le montre pas. C'est ma femme, malheureusement, qui supporte mes angoisses. Et sinon, voilà, je ne le montre pas. Alors, je ne le montre pas pour la raison que ça risque d'être... Imaginez que je dise chez Hermès, ça ne va pas du tout, je ne sais pas où je vais. C'est une catastrophe. Donc, c'est des moments qu'on garde pour soi. Et il y a une seule réponse. Et je ne connais qu'une seule réponse, c'est le travail. Le travail, ça veut dire revenir le matin. Je suis quelqu'un qui est très discipliné dans son travail. Ça veut dire que je commence à 8h30 le matin, tous les matins, avec idée ou sans idée. La plupart du temps, il n'y a pas d'idée. Et je commence à travailler. Et cette discipline de travail fait que, oui, c'est un moyen pour tenir le nez à flot. Voilà. Et donc, à un moment donné, voilà, je respire mieux et je retrouve mon chemin. Il n'y a pas d'autre réponse que ça. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir partagé avec nous votre passion, votre métier. Je crois que nous avons tous appris beaucoup de choses. Votre simplicité, votre sincérité, je crois qu'elle passe tellement que, sans vous le désir, on s'en était rendu compte. Et ça rend encore la communication encore plus agréable. Je crois que nous avons tous été sensibles à vos réponses. Anne Delalin, merci beaucoup. Vous avez été aussi responsable de cette excellente soirée. Merci à toute l'équipe d'Hermès qui nous a permis de vous recevoir ce soir. Le livre, donc, si vous voulez acheter le livre, Monsieur Elena accepte de le signer, parce qu'on va encore le garder quelques minutes. Hein, on dit très tard encore, il ne vous en faites pas, il n'y a pas de problème. Donc, si vous voulez, il est prêt à signer le livre. Et puis, je remercie encore notre éditeur, Madame Lee, qui vous offre le cocktail qui est dans la pièce qui est juste derrière. Merci beaucoup. Et puis, écoutez, je crois qu'on va tous acheter les partenaires Hermès. Vous avez fait comme une excellente pub. Hein, bravo, bravo. Merci infiniment.